80 milliards d'euros, c'est la somme qui a été versée par les plus grosses entreprises françaises en 2022 en dividendes. D'accord, 80 milliards d'euros. Ça paraît beaucoup, surtout en ce moment où tu as tout l'enjeu de comment est-ce qu'on finance les hôpitaux, comment est-ce qu'on finance la transition écologique, comment est-ce qu'on finance l'isolation des bâtiments, et puis la retraite à 64 ans qu'on essaye de nous faire vendre juste pour économiser 10 milliards. Ça fait quand même un peu chelou qu'il y ait 80 milliards de dividendes comme ça dans les entreprises françaises. Mais l'important, c'est pas juste de prendre ce chiffre et de dire c'est injuste, c'est de comprendre la mécanique qu'il y a derrière. Parce que notre objectif, c'est pas seulement de trouver des slogans pour les manifs, même si c'est utile. Notre objectif, c'est de comprendre tout ce bordel pour un jour gouverner, puisque nous sommes démocrates, le pouvoir au peuple, donc il faut s'entraîner dès maintenant. Mais évidemment, on n'est pas les seuls à vouloir gouverner. Il va y avoir beaucoup de gens, notamment les riches, qui vont dire non mais attendez les gars, c'est comme nous, la société, c'est nous qui produisons les richesses, c'est nous qui avons les entreprises, c'est nous qui sommes légitimes, on va pas se laisser faire par des petits démocrates qui font des manifs après la réforme retraite, quoi. Donc il faut s'entraîner notamment à essayer de casser leur argumentaire, casser leur idéologie, et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et donc je suis allé voir un petit peu ce que pensaient nos amis financiers, comment est-ce qu'ils arrivaient à justifier ça. Alors il y a tout un baratin, peut-être qu'on en fera une vidéo si ça t'intéresse, d'effets psychologiques, de machin, de neutralité, enfin ça ne vaut rien. Et à la fin, il y a un petit paragraphe qui dit, en fait, il faut donner des dividendes aux actionnaires parce qu'avec cet argent, les actionnaires vont acheter de nouvelles actions et donc financer l'économie et donc financer des projets, les entreprises, la construction d'usines, d'emplois, etc., etc. Donc on aurait besoin des financiers parce que leur rôle dans l'économie, c'est de la financer. Et donc là, on serait un petit peu con parce qu'on critique les dividendes, qu'on a 80 milliards qui partent, mais on ne regarderait pas tout l'argent qui arrive grâce au marché financier, grâce aux actionnaires. Et d'après ce type-là, il y en a beaucoup suffisamment pour justifier tous les privilèges qu'ont les financiers. Donc on regarde ça ensemble et on va essayer de voir si oui ou non ils se foutraient pas un petit peu de notre gueule. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une action? C'est très simple, c'est une part d'une entreprise, c'est genre 0,01% d'une entreprise. Bon, évidemment le pourcentage change en fonction des cas, et en gros avec ça, si tu la possèdes, tu as à la fois le droit de décision au conseil d'administration d'une entreprise et tu peux prétendre à avoir des dividendes. Et surtout, ce titre de propriété, tu peux le revendre à d'autres financiers pour essayer de faire une plus-value, parce que si tu le revends plus cher que ce que tu l'as acheté, tu gagnes de l'argent, et si tu gagnes de l'argent, tu gagnes de l'argent. Et ce système-là, ça permet aux entreprises de se financer parce que lorsqu'ils vendent des actions, donc lorsque l'entreprise vend une part d'elle-même, de propriété d'elle-même, les financiers donnent de l'argent et avec cet argent, ils peuvent l'investir. Et ça leur permet de trouver des sources de financement qui ne dépendent pas des banques et qui ne dépendent pas de leurs fonds propres. Les fonds propres, c'est compliqué lorsqu'il y a une récession comme aujourd'hui. Et les banques, il y a les taux directeurs qui ont augmenté parce que l'inflation a augmenté avec les BCE, le truc, le machin, ce qui fait que les taux d'intérêt des emprunts bancaires sont vachement élevés et c'est compliqué pour eux. Donc ça peut être une bonne solution d'essayer de passer par la bourse. Et là, ce qui est assez rigolo, c'est que en général, les riches, quand ils essaient de défendre leur système, ils le présentent toujours de manière théorique. Ils vont jamais s'attacher aux faits parce que le capitalisme, théoriquement, c'est mignon. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est s'attacher à la pratique. Et quand on regarde les entrées en bourse, donc des entreprises qui vendent les actions pour la première fois sur la bourse, on se rend compte qu'en France, en 2022, ces IPO, comme on les appelle d'un point de vue technique, ça représente 500 millions d'euros. Rien du tout. C'est rien du tout. C'est-à-dire que tu n'as plus d'entrée en bourse en France, donc la bourse ne finance pas de nouvelles entreprises. Ça, déjà, c'est fait. Mais il n'y a pas que les entrées en bourse qui sont intéressantes, il y a aussi ce qu'ils appellent la recapitalisation. Ils ont plein de mots compliqués. Donc la recapitalisation, c'est quand une entreprise avec ses actionnaires se mettent d'accord pour dévaluer leurs actions, pour qu'ils puissent émettre de nouvelles actions, pour trouver d'autres formes de financement, pour augmenter le capital de l'entreprise. Ou alors c'est une pratique un peu chelou, indirecte, qui permet de faire des emprunts au marché financier. Et quand on s'intéresse à toutes ces pratiques, donc à la fois les entrées en bourse et à la fois les recapitalisations, on se rend compte qu'en France, tout ce total représente 14 milliards d'euros. Donc il y a eu 14 milliards d'euros d'investissement, de financement grâce au marché financier en 2022 en France. Par contre, petit détail qui a son importance, parmi ces 14 milliards, tu en as 4 qui viennent de l'État. Donc Air France et EDF. Donc ça veut dire que les gars, tu leur donnes 80 milliards de dividendes pour qu'ils puissent refinancer l'économie française parce que c'est leur rôle dans l'économie, c'est pour ça qu'ils font leur job, et on se retrouve avec 10 milliards d'investissements. 80 milliards d'un côté, 10 milliards de l'autre. Donc ça veut dire que les gars, il y a 88% du pognon qu'on leur donne qui se perd. C'est quand même incroyable que les gens dont le rôle c'est d'investir, ils oublient d'investir 88% du pognon, c'est fou, hein.
C'est la réalité en fait. Donc ça c'est le premier problème, en réalité ils investissent pas grand chose en fait, les actionnaires, les financiers. Mais allons un petit peu plus loin et regardons le total des investissements qui sont faits en France. En 2022, je n'ai pas trouvé les chiffres. Il y a les chiffres pour les années précédentes, 2020, 2018, 2019, etc. Et en gros ça tourne autour, allez, une fourchette, 200 milliards. 200 milliards d'investissements dans les entreprises si on enlève le secteur financier. Donc ça veut dire que d'un côté tu as l'économie dans son ensemble qui arrive à investir 200 milliards, ce qui est pas mal, tu vois, 200 milliards par an, et le marché financier est responsable donc de seulement 10 milliards d'investissements. Donc ça veut dire 95% des investissements qui sont faits dans l'économie ne sont pas faits par les marchés financiers. 95%. C'est colossal. Les marchés financiers ne soutiennent l'économie qu'à 5% en France. C'est ridicule. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'une grande partie de ces 200 milliards d'investissements, donc c'est pas la bourse, c'est l'État. L'État à travers les subventions, l'État à travers la banque publique d'investissement et à travers tous les autres aides qui peuvent être mises en place, etc. Donc le principal acteur de l'investissement dans l'économie française aujourd'hui, c'est l'État. Et on donne 80 milliards de dividendes au marché financier qui ne finance que 5% de l'économie. C'est débile de faire ça, c'est débile. Bon, il faut pas trop juger, il faut comprendre, d'accord? Il faut comprendre, mais c'est quand même un peu con de faire ça, les gars. Et d'ailleurs, ils nous présentent souvent aussi la spéculation comme quelque chose d'assez neutre, tu vois. Alors que non, par exemple, le prix de l'électricité, l'augmentation des prix de l'électricité, c'est en France, totalement un phénomène spéculatif. Donc c'est-à-dire que toutes les augmentations du prix de l'électricité qu'on a eu en France, c'est la conséquence de jeux spéculatifs. Donc d'accord, c'est le marché des énergies européens, c'est pas le CAC 40, le marché actionnarial. Mais c'est quand même les mêmes financiers, c'est quand même le même pognon, c'est quand même la même logique. Donc quand on dit que 99,6% de la bourse ne sert à rien, en réalité ça sert à la spéculation et ça ne sert jamais nos avantages parce qu'ils essaient toujours de miser à la hausse pour pouvoir revendre leur titre de propriété et se faire du pognon. Et c'est nous qui payons après la différence, d'accord? Le problème c'est que si on continue par là, il y a, je crois, rien d'autre à voir que des bâtiments en béton dégueulasses, donc on va faire le chemin inverse si vous voulez bien. Donc moi, le premier réflexe que j'ai eu lorsque je me suis intéressé un peu et que j'ai relevé les datas, c'est de me dire, ces gens-là sont de très mauvais investisseurs. Parce qu'en gros, ils investissent pas du tout comme nous on voudrait, tu vois. Eux, ils font juste du fric sur notre dos, grossièrement, si on fait le résumé. Ils investissent pas du tout. Donc ce sont des mauvais investisseurs, mais en réalité, encore une fois, dans la théorie capitaliste, les gens qui sont dans la bourse sont des investisseurs pour les entreprises. Dans la réalité, ce ne sont pas des investisseurs. La seule chose que ce sont, c'est ce qu'on appelle des boursicoteurs. Des gens qui jouent avec les règles de la bourse pour se faire du pognon. Et quand on ne regarde pas donc la théorie capitaliste mais la pratique capitaliste, on se rend compte que ce sont des gens qui jouent avec les règles du jeu et qui le font bien parce qu'ils se font énormément de pognon. Alors certains se font beaucoup de pognon comme Bernard Arnault, d'autres se pètent la gueule comme les industriels qui avaient misé sur l'Allemagne par exemple, parce que tu vois c'est le poker, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent à la fin, mais bon, c'est ça les règles du jeu, mais en général ce sont des bons boursicoteurs qui arrivent à se faire du pognon, et c'est ça qu'on leur demande, c'est ça les règles du jeu. Donc oui, ce sont des mauvais investisseurs, mais à aucun moment en réalité ce sont des investisseurs, donc c'est normal. Au début de la vidéo, si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'une action c'est une part d'une entreprise qui permet d'avoir des droits de dividendes que tu peux revendre pour se faire du pognon, mais aussi un moyen d'avoir une voix au conseil d'administration et donc de diriger l'entreprise. Et si on s'intéresse qu'à la théorie capitaliste qui dit que en gros les actionnaires sont des gens très gentils avec plein de pognon qui ont gagné au loto et qui veulent investir dans des entreprises et qui, puisqu'ils sont propriétaires de cette entreprise-là, partagent les mêmes intérêts que ces entreprises, et du coup tu as un effet de coopération entre les travailleurs, l'entreprise et les actionnaires, tu vois, c'est un peu ça leur délire. Bah en fait, tu te rends compte que bon, déjà, ça sent un peu le bidon, mais surtout, c'est totalement dépassé dans un monde où aujourd'hui, les principaux actionnaires sont des fonds de pension qui ont des billes dans énormément d'entreprises et qui sont capables d'user de leurs droits de décision au conseil d'administration de certaines boîtes pour les faire couler si par effet de coup à trois bancs, ça permet de revaloriser une autre entreprise dont ils sont actionnaires aussi. Et donc, tu te retrouves dans des cas où tu as des actionnaires qui sont des actionnaires voraces, qui sont des actionnaires vampires, qui sont des actionnaires assassins, qui profitent de leurs droits au conseil d'administration pour détruire des entreprises, pour garder une situation de monopole. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des actionnaires états-uniens, par exemple, qui achètent des entreprises françaises pour les fermer, tout simplement. Parce que ça leur permet, en réalité, grâce à ces décisions au conseil d'administration, d'éliminer des concurrents. Parce que l'intérêt quand tu boursicotes, c'est pas tant d'éviter que tout se pète la gueule, parce qu'en fait, en tant que toi, seul boursicoteur, tu peux pas faire grand chose contre ça.
L'intérêt, c'est surtout de ne pas être le dernier quand ça se pète la gueule. Et c'est pas d'avoir les actions au moment où ces actions ne valent plus rien et que plus personne ne veut les acheter. C'est ça en fait l'objectif. Donc tout le monde continue à acheter et revendre des actions, même si tout va probablement se péter la gueule dans pas très longtemps. Tout simplement parce que c'est ça le jeu quoi. Et vu que tout le monde sait que ça va se péter la gueule, plus personne ne veut réellement investir dans les entreprises aussi parce que c'est très risqué. Et donc on se retrouve dans une situation où ce n'est plus du tout le marché financier, malgré tous les privilèges qu'ils ont, malgré toutes les dividendes qu'ils ont, malgré tout le fric qu'ils aspirent, etc. Ce ne sont pas eux qui investissent dans l'économie, ce ne sont pas les banques parce que les taux d'intérêt ont été relevés, et donc en fait c'est l'État. Voilà, et c'est pour ça que l'État aujourd'hui, en France, a filé 150 milliards de subventions et d'investissements pour les entreprises en 2022. C'est ça en fait la réalité. Donc c'est-à-dire que les bourges qui possèdent l'État se disent nous n'allons pas investir dans un climat qui est un peu tendancieux, on va donner tous les investissements à l'État qui va nous filer le fric qui va nous permettre d'investir. Et quand l'État donne de l'argent, c'est incroyable, hein. L'État donne de l'argent, mais ils ne deviennent pas actionnaires des entreprises. Hein. Non, c'est juste on file du pognon de nos impôts et c'est tout. Donc on se retrouve dans une situation incroyable où les investissements sont publics et les profits sont privés. Ce système est incroyable. Et donc on peut aussi penser la conséquence de la conséquence de la conséquence de la conséquence. C'est ce qu'on aime faire au Canard. Donc si c'est l'État qui investit à la place des entreprises privées, ça veut dire que c'est l'État qui va arbitrer et qui va dire on va investir dans ça plutôt que dans ça. Donc ça veut dire que les bourges, qui sont, il est vrai, une classe quand même assez bien organisée, qui savent défendre leurs intérêts. C'est pour ça qu'on dit le président des riches, parce que globalement, Macron défend l'intérêt des riches, c'est vrai. Mais par contre, là, il va devoir choisir quel riche parmi tous ces riches, parce que tu as des riches qui font du pognon sur l'industrie, tu as des riches qui se font du pognon sur le service, sur la mode, sur la finance, etc. Donc, lequel de ces intérêts Macron va-t-il défendre plus que d'autres à travers ses plans de subvention et d'investissement? Et donc c'est là où on va se rendre compte que déjà à l'intérieur des riches, tu as des contradictions et que pour essayer de choper les subventions, il va y avoir une grosse bataille d'intérêts et d'influence à l'intérieur de l'État entre tous ces bourges pour essayer de choper le pognon. Et déjà, on a une petite idée de où va aller le pognon, parce que le Macron, il a annoncé quand même des plans d'investissement, notamment sur les voitures électriques, les batteries, sur l'énergie. Bon, là, vu qu'il n'y a pas vraiment de taxes ou trucs comme ça, j'imagine que c'est un peu ça qui va être visé. Et par exemple, toute l'industrie, ça va se péter la gueule. Toute l'industrie hors des voitures électriques, ça va se péter la gueule parce que les prix de l'énergie augmentent, etc., etc. Donc tous les bourges qui défendent les intérêts de l'industrie, comme Bolloré par exemple, eux ils vont faire en sorte de dégager le Macron plus vite ou de faire une pression médiatique en présentant des candidats à la présidentielle, etc. etc. C'est ce qui s'est passé avec Zemmour et ça va se renforcer. Donc si on résume un petit peu cette affaire, on a appris que déjà les investisseurs sont de très mauvais investisseurs parce que tu leur donnes 80 milliards, ils n'en investissent que 10, d'accord, 80 milliards de dividendes, 10% sur le marché primaire de la bourse. Deuxièmement, on a appris que en fait, c'est qu'une part très minoritaire, 5% des investissements total de l'économie et que le principal acteur, c'était l'État. On a appris aussi que l'essentiel de leur action, c'était surtout de la spéculation qui leur tombait dessus, comme sur le prix de l'électricité. Et on a appris que c'était l'État qui allait assurer le principal des investissements dans une situation de crise économique dans laquelle nous sommes et qui ne va pas s'arranger dans les semaines et les mois à venir. Et que du coup, l'État va devoir arbitrer entre les différents intérêts de la bourgeoisie et ça risque de faire pas mal de confrontations. Voilà, c'est à peu près la situation. Putain, vraiment, le soleil d'hiver, là, il tape, là, c'est chaud. Donc, première conclusion qu'on peut faire un peu vite fait, en fait, ils sont nuls. C'est que quand il y a des bourges, des financiers, tout ça, qui essayent de défendre la bourse et compagnie en disant que c'est essentiel pour l'économie, nous, on peut leur répondre, mais c'est un très mauvais système. C'est un très mauvais système si on veut gérer l'économie dans le sens où on veut produire les richesses utiles à notre bonheur. Ce sont juste des intérêts financiers spéculatifs qui jouent et ils n'investissent pas du tout dans l'économie réelle et ils se servent de l'État qu'ils ont réussi à s'approprier en rachetant les médias et toutes ces conneries-là pour faire les investissements à leur place et donc ne pas perdre du pognon lorsque les investissements sont foireux. Bon, on se pose un petit peu à côté du trieux, là, on en a marre de marcher et de crier partout. Il y a cette fiction-là des bourges, ceux qui profitent vraiment du système, qui est de dire que ce sont eux qui, par leur propriété et par leur gestion, arrivent à créer toutes les richesses. Parce que c'est eux qui ont les entreprises, parce que c'est eux qui investissent à travers la bourse, etc. Et du coup, c'est ce rôle-là qu'ils ont dans l'économie qui les rend indispensables et qui justifie le fait qu'ils aient ces privilèges, tu vois. Parce que s'ils prennent des risques et que c'est eux qui créent la richesse, c'est normal que c'est eux qui captent aussi le pognon et qui décident d'où mettre le pognon. C'est ça un peu leur narrative, c'est ça un peu leur fiction, c'est ça un peu l'imaginaire dans lequel on a imprégné depuis des années et des années parce que les médias répètent la même chose depuis 40 ans, que nos manuels scolaires répètent la même chose depuis 40 ans, que nos émissions, nos fictions rappellent la même chose depuis 40 ans, enfin même plus que 40 ans, bref. C'est un peu ça le délire.
Et on remarque que factuellement, ce n'est pas le cas, parce qu'ils ne remplissent pas le rôle d'investisseurs qu'ils prétendent avoir et que c'est l'État en situation de crise qui prend en charge cette chose-là. Et que surtout, il ne faut pas oublier, donc c'est nous qui investissons à travers nos impôts, c'est nous qui travaillons, donc qui créons les richesses, et surtout c'est nous qui avons aussi bâti par notre force de travail, mais aussi par le pognon qu'on a mis là-dedans, par nos impôts, etc., toutes les infrastructures qui permettent aux entreprises de créer des richesses et de communiquer et d'échanger entre elles. Parce que si tu n'avais pas de route qui relie le lieu de stockage au lieu de vente, en fait, ni l'entreprise de stockage, ni l'entreprise de vente, ni l'entreprise de production, machin, ne pourra se faire du pognon parce qu'il n'y aura pas de transition de marchandises. Donc il fallait des routes et il faut des gens pour les entretenir, ces routes. Et c'est la même chose, si les salariés devaient mourir à chaque fois qu'ils étaient un petit peu malades parce que tu n'as pas d'hôpitaux et de système de santé, et ben les entreprises sera quand même compliqué de faire du bénéfice là-dessus et d'avoir des ingénieurs qui font comme ça sur leur clavier là. Donc en fait, toutes les infrastructures qui sont nécessaires à la production, c'est nous qui les prenons en charge. Toutes les richesses qui sont créées liées à cette production, c'est notre travail qui les met en place et une grosse partie des investissements qui rendent possible ces infrastructures et cette production, c'est notre pognon à nous aussi à travers l'État. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle conclusion il faut en tirer? C'est que la légitimité qu'ils prétendent avoir dans ce système économique-là, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien et il ne faut pas l'oublier. Et donc, par quel imaginaire on peut remplacer ça? C'est un peu la question. Si on a grandi avec ça, par quoi on le remplace? Déjà se dire tout ce que je vous dis, c'est nous qui investissons, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui faisons les infrastructures, et qu'en réalité, la production qu'on a dans les entreprises, en France par exemple, mais partout c'est pareil, c'est en fait quelque chose de commun. Quelque chose qu'on ne peut pas attacher à une responsabilité. Ce n'est pas que le travailleur qui crée la richesse, parce que le travailleur a besoin des infrastructures et il a besoin d'une administration, que ce soit une administration d'État ou même une administration d'entreprise, d'accord? Les gens qui font la relation humaine, ils ne produisent pas directement à l'usine et pourtant ils sont utiles parce que sans eux, ce serait compliqué de produire à long terme. Et pareil même pour les dirigeants d'entreprise, etc. Tu vois, c'est quelque chose qu'on crée en commun, en collectif. On ne peut pas dissocier une production de tout le contexte qui permet à cette production d'exister. Donc en fait, on crée tous en commun, on a tous la responsabilité de cette production-là et donc on est collectivement légitime à organiser cette production-là puisque c'est nous qui la produisons. C'est pas que le dirigeant, c'est pas que l'actionnaire, c'est tout le monde, d'accord? Et donc le raisonnement qui est pour nous le plus important et qu'on va essayer de faire passer par 1000 manières différentes, c'est de dire que nous devons décider de ce que nous voulons comme société et nous devons décider de ce que nous voulons comme économie parce que nous sommes légitimes à le faire et que nous sommes meilleurs pour le faire que les autres actionnaires et financiers. Et par exemple, pour vous donner une idée, si on a les 80 milliards de dividendes et qu'on décide que ce ne sont pas aux actionnaires de le redistribuer parce qu'ils le font mal et que c'est à la société de le faire, on peut décider démocratiquement de ce qu'on en fait. Pour vous donner une idée, c'est juste des chiffres, mais vu le nombre de chômeurs qu'on a en France, je pense presque que ça peut marcher. Avec 80 milliards, donc en une année de choper des dividendes comme ça en France, on peut construire 235 hôpitaux. 235 hôpitaux partout en France, juste avec ces 80 milliards-là. Où on peut investir dans la justice pour faire en sorte que les crimes, les délits, les divorces, les violences conjugales, etc. se soient traités très très rapidement pour éviter énormément de temps et d'enfer pour beaucoup de personnes. Ou pour faire une transition agricole parce que ça va se réchauffer, parce qu'il n'y a plus vraiment d'hiver, comme vous pouvez le constater, et que du coup ça va bouleverser énormément les pratiques et qu'il faut du pognon et qu'il faut des agriculteurs parce que la moitié va partir en retraite dans les 10 années à venir. Ou alors on peut se dire, avec ça on finance la retraite à 60 ans pour plusieurs années, et là c'est pas mal aussi pour se dire, tu vois, ça évite de faire la retraite à 64. Et quoi qu'on choisisse là-dedans, si nous on investit directement ces 80 milliards, en fait à 80 milliards qui sont injectés directement dans l'économie, que ce soit dans les sociétés de construction, ceux qui font les hôpitaux, que ce soit ceux qui conçoivent les hôpitaux, que ce soit ceux qui vont travailler dans les hôpitaux, qui vont travailler dans la justice, etc., etc. Ou alors directement dans les pensions de retraite de gens qui vont ne pas finir au chômage, qui vont toucher un peu plus d'argent et qui vont donc pouvoir aller au marché, balancer du fric au maraîcher parce que quand tu es à la retraite, tu peux aller au marché parce que tu as le temps et c'est cool de faire ça. Et donc en fait, tout l'argent qu'on va investir va se retrouver dans l'économie et va circuler dans l'économie et ça va créer de la richesse, ça va mettre des gens au travail, ça va être cool parce qu'on va faire baisser le chômage, qu'on va sortir des gens de la misère et en plus on va pouvoir diriger l'économie dans un sens qui va nous permettre de lutter contre toutes les crises qui arrivent. Parce qu'il va y en avoir, que ce soit des crises écolo, des crises sociales, des crises culturelles, des crises guerrières, des crises écologiques, climatiques. Et donc c'est le bon moment pour orienter cette économie-là et nous on peut le faire. Parce que les investisseurs, eux, ils l'orientent déjà vers le côté où ça peut leur faire de plus de profit. Donc la destruction des entreprises pour essayer de revendre des actions, pour essayer de constituer des monopoles, etc. etc. Et nous on doit dire, on veut l'orienter non pas dans cette direction, mais dans l'autre qui va permettre de servir nos intérêts, les intérêts du genre humain, quoi. C'est un peu cliché de dire ça, mais bon, il y a de ça quand même, je veux dire. On sait ce qu'il nous faut pour être heureux.
pas tant de choses que ça. Si on a une justice, des hôpitaux, de quoi bouffer, un travail, etc., c'est pas mal déjà si on a ça. Bref, si c'est nous qui nous occupions de cette économie-là, tous les investissements qu'on ferait, ils seraient directement dans l'économie, alors que eux, c'est un rendement de 12%, nous, ce serait 100%, et on va pouvoir l'orienter vers des choses qui nous sont vraiment utiles. Après, là, je vous donne un exemple, mais c'est juste pour le raisonnement, parce qu'évidemment, si on se retrouve dans une situation où on peut décider d'où on va mettre ces 80 milliards de dividendes, bah, peut-être que les entreprises ne vont pas faire de dividendes pour ne pas être taxées si on fait ces taxes-là. Et du coup, il va falloir faire un autre système d'imposition ou de réquisition de certaines entreprises, de certains monopoles pour récupérer ce pognon-là, et que ça va faire des coûts de réaction en chaîne, qui fait que seulement si on veut récupérer ces 80 milliards, bah en fait on peut pas, c'est tout le système qu'il faut changer, évidemment. Et là on part sur un truc beaucoup plus compliqué de comment est-ce qu'on organise globalement l'économie. C'est des sujets qui sont très intéressants, dont il va falloir s'attaquer si on veut diriger comme on le prétend, vu qu'on est des démocrates. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que si on veut aller vers là, bah en fait on va couper l'herbe sur le pied à tous les financiers, à énormément d'actionnaires, de conneries comme ça, et que eux ils vont se défendre, et que eux ils ont les moyens de se défendre. Parce qu'ils ont les médias, parce qu'ils ont les entreprises, parce qu'ils ont l'État aujourd'hui et qu'ils ont tous ces trucs-là. Donc on va vers une confrontation, quoi. Mais en même temps, bah, c'est ça qu'il faut, quoi. Enfin, si c'est inévitable d'aller vers là, bah, on va y aller. C'est une confrontation qui ne va pas forcément être violente, hein. Ça va être une confrontation par contre qui va être totale. Et qui va se passer partout en même temps. Et c'est à peu près ce qui peut se passer, espérons-le, pour la réforme retraite. Bon, je ne veux pas trop partir, mais ce qui est important, c'est que les capitalistes aujourd'hui sont incapables d'organiser la société que nous voulons. Et si eux, ils sont incapables de le faire et que personne d'autre ne peut le faire que nous, eh ben faisons-le. Mais on ne va pas terminer là-dessus, parce que nous, ce qu'on a tendance à penser, c'est que les discours généraux qui disent oui, il faut faire ci, il faut faire ça, de machin pour changer la société globalement, c'est important et ça permet d'avoir des raisonnements qui sont essentiels pour ce qui va arriver, d'accord? C'est-à-dire le fait qu'on prenne le pouvoir et qu'on change cette société, parce que c'est l'objectif. C'est bien, mais on a du mal à concrètement savoir qu'est-ce que ça va changer dans nos vies. Et donc moi, là, je vais vous dire ce que moi, j'espère que tout notre bordel qu'on va faire dans les prochaines années, ça va changer dans ma vie. Et je vais vous présenter le quartier où est le Canard Réfractaire, l'association du Canard Réfractaire, donc à Guingamp, c'est la rue Pont-Saint-Michel. Et cette rue, c'était une rue qui était avant très commerciale, où il y avait de tout. Il y avait de quoi faire son petit commerce, il y avait une animalerie, il y avait des bars, il y avait des trucs pour le gaz, il y avait des boulangeries, tu avais énormément de choses, à tel point que tu avais des associations, enfin une association de boutiquiers qui se rassemblaient très régulièrement pour organiser des événements à l'intérieur de cette rue-là, que ce soit des vides-greniers, mais aussi plein d'autres trucs du genre. Et donc toute la rue que vous voyez ici était en réalité bondée de boutiques et bondée de gens qui allaient dans ces boutiques. Et évidemment, tu faisais la queue pour aller dans chacune de ces boutiques, et donc tu parlais aux gens. Et vu que c'était des gens du quartier, en fait, rien qu'en sortant de chez soi pour acheter un poinçon rouge, pour acheter du pain ou je ne sais quoi, en fait on rencontrait les gens de ce quartier, on discutait et ça faisait notre vie en fait, globalement. Sauf que c'est plus trop le cas, comme vous le voyez, énormément de boutiques ont fermé en fait. Donc toutes les boutiques de première nécessité un peu ont été virées parce que tu as eu les supermarchés, tu as énormément de supermarchés à Guingamp, et que maintenant c'est soit remplacé par des fausses vitrines fantômes, ou alors c'est remplacé par exemple par des mutuelles ou des boîtes d'intérim ou ce genre de choses. Tu as aussi beaucoup de commerces qui ouvrent, mais vu que c'est pas coordonné, ils vont fermer très rapidement. Alors tu as toujours les vieux du quartier qui racontent ces histoires-là, des enfants qui jouaient dans la rue, etc. etc. Et ça, c'était il y a 40 ans, à l'époque où à Guingamp, il y avait 12 000 habitants et que maintenant, il n'y en a plus que 6 000. Donc tu as toujours ce souvenir-là qui revient, et tu as toujours les vieilles habitudes qui sont là. Tu as quand même les gens qui se parlent un petit peu, même si on n'a pas trop de raison, on se force un peu. Mais c'est plus comme avant, quoi. C'est plus comme avant. Et moi je me dis, est-ce qu'on a vraiment gagné quelque chose à tout externaliser dans les Carrefour et les Leclerc, alors qu'on avait tout dans notre rue et qu'on pouvait se faire la vie de quartier et qu'on pouvait discuter tous ensemble? Et moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si on reprend le contrôle de cette société-là, moi j'ai envie de dire que pour des raisons écologiques et pour des raisons sociales, il faut que nous ayons des petits magasins un peu partout qui nous permettent de tout faire à pied et d'organiser ça bien, parce que c'est la vie que j'ai envie de mener. J'ai envie de retrouver le quartier qu'il y avait avant dans cette rue-là et de voir les gens, quoi. Alors vous me direz, c'est pas grand-chose, c'est pas un grand projet révolutionnaire en mode on va tout changer, ça va être le grand soir, la fourche et tout ça. Parce que moi, en vrai, j'y crois pas trop à ces trucs-là. J'y crois pas trop. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Moi, je veux retrouver une vie de quartier. Je sais que si on veut retrouver une vie de quartier, on va devoir avoir de nouvelles lois,
et casser des intérêts de gens qui aujourd'hui dirigent la société, qui fait que si je veux que ce quartier change et retrouve un aspect un peu stylé avec des commerçants et des gens qui se parlent, eh ben, il va falloir tout changer. Et c'est ça l'objectif aussi de la politique. C'est pas juste des concepts qu'on met en avant, c'est pas juste des opinions qu'on met en avant, c'est des choses concrètement qu'on veut changer pour tous les jours. Et ben moi, il y a ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça, quoi. Et donc tout ça, évidemment, ça se fait pas par magie, hein. Il suffit pas de dire il faut qu'on prenne le pouvoir pour que le pouvoir soit pris, tu vois. Il faut concrètement qu'on mène le combat et il va falloir s'organiser. Et là, on a l'occasion, avec la réforme retraite, de commencer quelque chose. Parce que la réforme retraite, ça va être le début de manifestations où les gens vont commencer à parler politique, on va pouvoir parler politique, on va pouvoir s'organiser, on va avoir des dates sur lesquelles on va pouvoir se projeter, etc., etc. Et il va falloir y aller, quoi. Mais la nuance qu'il faut absolument apporter à ça, c'est qu'on n'y va pas juste dans l'ambition de virer la réforme retraite, parce que si on gagne, encore une fois, comme on l'a dit dans une autre vidéo, si on gagne, on ne gagnera rien, parce qu'on aura juste empêché une saloperie de se faire, on ne gagnera rien. L'objectif, c'est de profiter de la réforme retraite pour parler politique et que ça déborde, parce que si ça ne déborde pas de l'intersyndicale, nous n'aurons rien. D'accord? Donc il faut y aller. L'intersyndicale nous donne le timing, d'accord? C'est la manif de jeudi qui commence le gros mouvement des réformes retraite, et à partir de ça, il faut aller plus loin. Et nous, ce qu'on dit pour le moment qu'on va passer, pour la réforme retraite qu'on va passer, c'est ne faites pas confiance à l'intersyndicale et ne dépendez en rien de l'intersyndicale. Parce que si l'intersyndicale arrête de faire la manifestation parce qu'on a gagné ou parce qu'on a perdu 49.3, ce qui risque d'arriver, on va pas se mentir quand même, hein, ben en fait, on n'aura plus rien, on n'aura plus d'organisation pour se tenir. Donc, organisons-nous en dehors de l'intersyndicale pour ne pas dépendre de leur initiative, de leur culture, de leur tract, de leur slogan, de leur initiative, de leur organisation. Parce que le jour où ils vont partir, on aura tout perdu. Donc il faut s'organiser en dehors de l'intersyndicale. L'intersyndicale, c'est juste eux qui nous donnent le top départ parce qu'on a une date, une première date, ok, super. Donc allons en manif. Très bien, mais faisons en sorte de ne jamais dépendre de l'intersyndicale, de commencer à faire des groupes et de militer en dehors de ces organisations-là, même si c'est plus difficile, même si c'est vrai que c'est rassurant de se dire on va juste aller manifester un jour, ça ne suffira pas. Il faut s'organiser, il faut discuter, il faut monter en niveau politiquement, parce que l'objectif, c'est pas que d'avoir un argumentaire contre la réforme retraite, tout le monde l'a. L'objectif, c'est d'avoir un argumentaire suffisamment solide pour qu'on puisse réfléchir, pour qu'on puisse monter en niveau politiquement, pour arriver à un moment donné à gouverner et à voter les bonnes lois, puisque, encore une fois, nous sommes démocrates. Donc, organisez-vous. Faites des petits groupes. Et même si c'est des groupes de 3 au début, c'est pas grave. Faites des petits groupes. Et à un moment donné, ça va probablement déborder. Il va y avoir des actions qui vont se faire. Et petit à petit, on va trouver des formes d'organisation parce qu'on va réfléchir ensemble, on va prendre la parole ensemble, on va discuter ensemble. Et votre petit groupe de 3, il va rencontrer un autre petit groupe de 3 et un autre petit groupe de 3 qui va faire un bon groupe de militants sur lequel vous pourrez poser des dates, faire des tracts, des distributions, etc., etc. Bref, n'oublions pas pourquoi on milite. Ce n'est pas juste pour avoir une opinion. Ce n'est pas juste pour contester le pouvoir, ce n'est pas juste pour gagner un petit détail, c'est pour tout changer. Donc faisons en sorte de tout changer parce que ça urge, bordel de merde. D'accord? Crise sociale, crise écologique, crise économique. Si on ne le fait pas maintenant, on va le regretter pendant des années et des années. Donc faisons-le, assumons et faisons-le totalement. Pas juste la réforme retraite, tout. Et n'essayons pas genre de trouver la bonne solution magique qui mettra tout le monde d'accord. Il n'y a pas de solution magique qui mettra tout le monde d'accord. Par contre, ce que je sais, c'est que quand on se met en mouvement et qu'on discute, il y a des choses qui se dégagent. D'accord? Au début, les gilets jaunes, c'était on en a marre des taxes, ça a fini par on en a marre de Macron et ça a fini par on veut le RIC, on veut changer la constitution et gouverner nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire que c'est pas avant qu'on trouve la bonne idée, c'est on trouve la bonne idée pour mobiliser. Une fois qu'on est mobilisé, on trouve la bonne idée pour pour tout changer, tu vois? C'est ça l'idée. Bref, ce qui est important, c'est de prendre les responsabilités de notre époque, de se parler, de s'organiser, parce que nous, on sait pourquoi on fait de la politique et on sait pour qui on le fait. Et c'est pas pour Macron, hein, c'est pas pour Mélenchon, hein, c'est des gens qu'on aime, voilà, globalement, dans notre vie. Des bisous.